Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et pour une fois depuis un an, on se retrouve aujourd'hui pour une double critique. C'est chose que je fais assez rarement en fait, je fais à peu près une fois par an. Et cette fois-ci je fais une double critique parce que j'avais envie de parler d'un film qui est sorti la semaine dernière pour moi et que j'ai pas encore eu le temps de parler. Mais aussi pour parler d'un film qui est sorti aujourd'hui, donc enfin pour moi aujourd'hui le 28 septembre, donc date de sortie des films, c'est tous les mercredis. Et donc pour en profiter justement, plutôt que de faire deux vidéos, deux critiques séparées que je devrais poster à quelques jours d'intervalle, histoire que les deux fassent de vue quoi, je préfère faire les deux en une seule vidéo, voilà, pour que tout soit plus simple, tout simplement, pour que ce soit plus simple. Et donc du coup aujourd'hui, les deux films dont on va parler, ce sera Don't Worry Darling et The Woman King. Alors on commence par le film sorti la semaine dernière dont je voulais parler, Don't Worry Darling, et attention, cette partie de la critique, cette partie de la vidéo sera full spoiler. Je n'ai pas confiance en lui. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux plus. Donc Don't Worry Darling, c'est le premier film réalisé par Olivia Wilde, qui est à la base une actrice américaine, que je connais principalement pour avoir joué le rôle de Cora. Non, de Cora, voilà celle-là, dans le film Tron l'héritage. Oui, c'est bien elle, c'est le film sorti il y a 10 ans. C'est le seul film d'elle où je me souviens qu'elle a joué. Et maintenant elle s'est mise à la réalisation et elle a réalisé donc ce premier film, Don't Worry Darling. Un film qui, avec sa bande-annonce, m'intéressait un peu parce qu'il avait l'air assez très intriguant justement pour son... toute son ambiance, justement, son décor, justement, cette ville, cette banlieue américaine des années 50-60, perdu au milieu du désert, on sait pas trop pourquoi, et qui avait l'air d'avoir une ambiance assez malsaine, assez étrange, en tout cas il se passait plein de trucs bizarres. Donc quand la bande-annonce, elle avait l'air, pour moi elle avait l'air très prometteuse, elle m'intéressait beaucoup, ce film m'intéressait. Et au final, après visionnage, j'ai bien aimé, j'ai vraiment trouvé ça très bon, j'ai passé vraiment une bonne séance, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau film. Donc en effet, comme on le pensait, tout le film justement qui se déroule dans cette banlieue, le film va être en effet un thriller un peu psychédélique avec des personnages principaux qui a des visions, qui a des illusions, qui a des hallucinations, quoi, qui voit des trucs qui ne sont pas là. Et à peu près tout le film en fait ça va être ça justement, qui va se dérouler dans cette banlieue où le personnage principal, qui s'appelle Alice, va commencer à se rendre compte que dans cette banlieue il se passe vraiment des trucs très très étranges. Puisqu'à la base cette banlieue, on dit que ça s'appelle le projet Victory, The Victory Project, et en gros c'est cette banlieue... c'est un endroit apparemment où des gens viennent pour tester un mode de vie ou pour faire une expérience à grandeur nature, tu vois, à grande échelle. En fait, on sait pas exactement ce que c'est, on le dit jamais, enfin, sauf à la fin quand il y a le twist évidemment, mais pendant tout le film on dit pas exactement ce que c'est, juste que il y a des gens qui sont venus vivre ici dans cet endroit apparemment pour faire partie d'un projet justement, et tout ce qu'ils ont à faire c'est vivre dans cette banlieue quoi. Et dès le début, quand tu vois ça paraît un peu bizarre quoi, faire partie d'un projet tout dans une banlieue comme ça, banlieue des années 50-60, c'est un peu bizarre. Puis après, plus on avance dans le film, plus il se passe de choses, plus elle voit des choses, il se passe des trucs et tout, elle a des hallucinations, tout ça, donc au fur et à mesure, on commence à comprendre qu'il y a vraiment des trucs bizarres et que cet endroit, cette banlieue, le projet Victoire justement, dont on ne sait rien, c'est vraiment très très bizarre quoi, et justement le personnage va se mettre à douter et il va vouloir essayer de comprendre ce qui se passe. Donc le film c'est vraiment un thriller un peu film d'enquête et tout, mais c'est surtout un thriller psychologique parce que le personnage devient un peu dingue au bout d'un moment, et vu ce que c'est on la comprend, mais tout le film est vraiment un thriller où le personnage a des hallucinations, où il y a une enquête et tout, il y a un mystère, où elle essaye de découvrir ce qui se passe, et tout ça ça marche essentiellement grâce à la mise en scène et au jeu de l'actrice. C'est dans un thriller, c'est ces deux trucs là qui doivent vraiment marcher quoi, pour vraiment créer cette ambiance et pour qu'elle marche sur le spectateur. Et ça marche très bien quoi. Déjà l'actrice Florence Pugh, elle joue très bien, ça marche très bien, j'ai trouvé que elle apportait vraiment une très bonne performance quoi, ça marchait très bien. Et la mise en scène d'Olivia Wilde, elle était assez bonne quoi, ça marchait bien, il y avait vraiment une bonne mise en scène assez inquiétante, étrange, on sait pas vraiment ce qui se passe et tout, avec des hallucinations où il y a vraiment une ambiance très lourde, pesante, inquiétante qui se dégage de tout ça. Et le côté aussi, le fait que ça soit dans une banlieue américaine type
type années 50-60, bah, ça ajoute aussi à tout ce sentiment de malaise et tout, puisque c'est, bon voilà, les banlieues et tout américaines, comme on les connaît, c'est jamais quelque chose de très très amusant, quoi. Donc tout ce décor-là, ça joue vraiment dans le côté vraiment inquiétant. Il y a vraiment tout le début aussi du film qui marche très bien dans ce sens-là, où en gros c'est le matin, et t'as l'actrice principale, et toutes les autres femmes et tout qui vont toutes dire au revoir à leur mari qui part en voiture, qui part travailler, et elles leur disent au revoir tout en même temps en fait. C'est leur mari rentre dans leur voiture et leur voiture quitte la maison et ils roulent tous en même temps. T'as même toutes les femmes, elles sont toutes au même endroit, toutes en train de dire au revoir en même temps, et elles rentrent toutes chez elles en même temps, parfaitement synchrone. Donc rien que ça dès le début, c'est vraiment bizarre, quoi, ça fait vraiment flipper, ça met vraiment en ambiance. Et tout le film c'est comme ça, quoi. Il y a vraiment la mise en scène joue vraiment bien, ce coup-là, ça marche vraiment bien. J'ai bien aimé aussi le côté musical, justement, la musique et tout le côté musique et son du film, qui ajoute vraiment un côté inquiétant à toute l'atmosphère du film, notamment la musique qui va être en partie, mais enfin pas entièrement, mais essentiellement composée de voix de femmes, donc de chanteuses justement, qui vont chanter des refrains, des musiques assez inquiétantes, assez étranges et tout. Donc quand il va y avoir ces musiques qui vont débarquer dans le film, ça va vraiment accentuer le côté vraiment étrange, malsain et tout de cet univers. Et dans l'ensemble, globalement, j'ai vraiment trouvé que ça rendait très bien. Et pour finir, sur le twist final du film, ou la révélation de tout ça, qu'est-ce qui se passe et tout, quand même faut en parler, puisque j'en fais une critique, du coup spoiler, si vous voulez pas être spoilé. La révélation donc, c'est qu'en fait depuis le début, tout est faux en fait, et voilà. En fait depuis le début, ils sont vraiment dans une simulation numérique, virtuelle, qui leur fait vivre cette banlieue des années 50-60, quoi. Donc depuis le début, tout ce projet Victoire, quoi, on pensait qu'évidemment ça devait être un truc bizarre, on savait pas exactement pourquoi ils faisaient ça et tout, c'est quoi le but de leur projet exactement. Donc il y a la révélation qui tombe, c'est qu'en fait tout est faux, ils sont juste chez eux en fait, dans une simulation virtuelle numérique. Pour le coup, de toutes les explications en fait, je m'attendais pas à celle-là. Vraiment, pour le coup, c'est bon, après ça paraît assez simple, quoi, le genre de révélation, ah oui, depuis le début tout est faux, mais au final, je trouve pas ça forcé ou mal fait. Non, au contraire, c'est bien fait, hein, même, mais en fait, c'est juste, je m'attendais pas à cette révélation-là, quoi, de toutes les révélations qu'on avait. Moi, je pensais vraiment que, même si cette banlieue était bizarre, je pensais vraiment qu'elle semblait, enfin, je pensais vraiment qu'elle était réelle, quoi, que les personnages étaient venus, pour faire partie d'une expérience à grande échelle. Mais la révélation, c'est qu'en fait, tout est faux, ils sont dans un truc numérique, je m'y attendais pas. Après, c'est pas non plus révolutionnaire et incroyable, hein, mais c'est juste bien fait, quoi, ça marche bien, j'ai trouvé, et ça passe bien, quoi, tout simplement. Donc voilà, Don't Worry Darling, un bon film, un bon thriller d'enquête psychologique et tout, fantastique et tout, un peu, enfin au début, que j'ai trouvé, que j'ai bien apprécié, et que je vous recommande chaudement aussi, que c'était vraiment pas mal. Et maintenant, on passe au deuxième film sorti ce 28 septembre, et que j'ai vu, à savoir The Woman King. Tu te souviendras de moi. The Woman King est donc un film historique qui se déroule en Afrique au 19e siècle et qui raconte l'histoire vraie, hein, ça a vraiment existé, des Amazones du Dahomey. Donc le Dahomey, c'était un pays, enfin non pas un pays, c'était un royaume d'Afrique, donc au 19e siècle, qui était composé, il y avait un roi, hein, évidemment, mais qui avait sous sa garde une tribu entière de guerrières d'élite d'Amazon, donc on les appelait comme ça, qui étaient vraiment qui étaient les guerrières du royaume et qui se chargeaient de protéger le royaume, de tuer leurs ennemis, de faire les affaires, quoi, de les protéger, en tout cas. Et donc le film va s'intéresser à la chef de ces Amazones qui s'appelle Nanisca, qui est aussi appelée sous un autre nom, genre que ça doit être qui doit vouloir dire chef ou quelque chose comme ça, quoi. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais elle s'appelle Nanisca, mais elle a aussi un autre prénom, peut-être un titre honorifique, sans doute. Et ça raconte aussi l'histoire de Naoui, d'un personnage, donc d'une fille qui s'est fait libérer par... Enfin non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, j'ai déjà oublié l'histoire du film. Ça raconte aussi donc l'histoire de Naoui, donc comme je disais, dont le père voulait essayer de la marier à un homme
parce que c'est ce qu'il fallait faire à l'époque, quoi. Sauf que étant donné qu'elle ne veut pas et qu'elle refuse, et bah son père, qui ne voit plus aucune utilité dans sa fille, décide de la vendre, enfin de la donner à la cour du roi, où donc Nawi va décider d'intégrer ce groupe d'Amazon du Dahomey qui s'appelle les Agodjiers, les Agodji comme ils disent en anglais justement avec leur accent. Et donc tout le film c'est ça, et ça raconte leur histoire. C'était vraiment bien, j'ai beaucoup apprécié, d'autant plus que ce genre de film justement, ce genre de film médiéval, historique sur l'Afrique, on n'en a pas beaucoup, même pas du tout je vais dire, hein, parce que d'habitude les films historiques c'est essentiellement genre au XXe siècle, en Europe ou en Amérique, ou si t'as des films sur le Moyen-Âge, c'est toujours en Europe, parce que forcément le Moyen-Âge européen c'est à l'époque ils n'avaient pas découvert l'Amérique, donc en fait il n'y avait que l'Europe, quoi. Donc quand t'as des films historiques sur le Moyen-Âge, ça se déroule qu'en Europe, ou alors quand t'as des films sur l'Antiquité, c'est essentiellement sur l'Empire romain. Mais là pour le coup t'as un film historique, mais cette fois-ci sur l'Afrique, en plein 19e siècle, sur un royaume africain auquel je n'avais pas du tout entendu parler, que je ne connaissais pas, puisque des films historiques africains il n'y en a pas énormément. Et rien que pour ça, le film était vraiment très intéressant, c'était très bien justement parce que ça nous fait découvrir tout un peu l'histoire qu'on connaît pas et qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Donc ça c'est l'histoire de base, quoi. C'est ces deux personnages là qu'on va suivre. Parce que oui aussi le film s'appelle The Woman King, et sur l'affiche ils mettent en valeur Viola Davis, qui est donc la chef qui est Nanisca, la chef des Amazones, des Agodjiers, parce qu'évidemment c'est elle l'actrice principale, quoi, et c'est aussi celle la plus connue, donc celle qu'on peut mettre en valeur. Et c'est elle aussi la Woman King, quoi, parce que je précise ça parce que dans le film, comme j'ai dit, il y a vraiment deux personnages principaux, quoi. C'est vraiment Nanisca et Nawi, quoi, c'est vraiment elles deux qu'on suit. On suit Nawi justement dans son entraînement pour essayer de devenir Agodjier, et Nanisca justement dans toutes les intrigues politiques avec le roi, avec l'attaque du royaume, et dans ses dilemmes aussi personnels. Donc en fait il y a vraiment deux personnages principaux, on suit vraiment leurs deux parcours, d'autant plus qu'elles sont liées. J'expliquerai ça plus tard. Mais donc en fait The Woman King, en fait, c'est pour préciser que c'est vraiment en fait le personnage de Nanisca, quoi, pas celle de Nawi. Donc c'est vraiment elle qui est censée être le personnage du titre du film, quoi, la femme roi, The Woman King. Et mais Nawi, elle aussi, est quand même un personnage principal à l'histoire, parce que on la suit elle aussi vraiment pendant une grande partie du film. Mais on suit aussi Nanisca, quoi. Il y a vraiment deux parcours principaux dans ce film, on suit vraiment leurs deux histoires, leurs deux destins. Du coup en fait je pourrais pas dire lequel des deux est le personnage principal, quoi, même si on serait plutôt tenté de dire que c'est Nanisca vu que c'est elle la femme roi, comme dans le titre du film. En fait moi j'aurais plutôt tendance à dire que ayant vu le film, ce serait plutôt elles deux, quoi. Il y aurait simplement deux personnages principaux dans ce film, Nanisca et Nawi, vu que vraiment je crois elles partagent vraiment le même temps d'écran dans le film. Peut-être même que Nawi en a un petit peu plus, mais je crois vraiment en fait que dans ce film il y a simplement deux personnages principaux, même si on a qu'un seul qui est la femme roi. Mais c'est pas pour rien vu qu'elles sont liées, j'en parlerai plus tard à la fin. Donc le film suit vraiment toutes leurs histoires à elles deux. D'abord celle de Nawi justement, donc qui est une fille justement qui veut pas se marier avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle en plus, et qui est donc Pardon, excusez-moi, petit problème de batterie. Ma caméra a planté, j'avais pas fait attention. Donc je disais, je parlais des personnages, donc les personnages de Nawi et de Nanisca qui sont tous les deux très bien, très attachants. Un personnage de Nawi qui donc admire les Agodjiers, veut absolument détruire, et donc fait le concours et tout, et le personnage de Nanisca qui est beaucoup plus calme, quoi, reposé, parce que c'est un personnage qui est assez vieux, assez âgé, qui a vu beaucoup le temps passer, qui a eu beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de guerres, de combats et tout, donc c'est un personnage beaucoup plus réfléchi, là où Nawi elle est beaucoup plus jeune, elle a beaucoup plus de volonté, elle est beaucoup plus intrépide. Donc du coup tout ça c'était très sympa, les personnages sont très attachants. Pareil aussi, il y a pendant qu'elle fait son concours là d'entrée pour Agodjier, elle a aussi une mentor. C'est pas vraiment une mentor, sa mentor c'est plus Nanisca, mais elle a aussi une grande sœur on va dire, qui s'appelle Isogi, qui est jouée par Lashana Lynch qu'on a vu dans le dernier James Bond, La bourrée peut attendre, qui est aussi très sympa, mais tous les personnages en général sont très sympas. Pareil aussi le roi, qui est joué par John Boyega, Finn de Star Wars, que j'ai pas vu depuis un moment, depuis
du Pacific Rim Uprising. Et honnêtement, je suis content de le revoir en tant qu'acteur parce que j'avais bien aimé dans Star Wars. Et il n'a pas fait grand chose depuis, c'était assez dommage. Et là, pour le coup, le revoir, pour le coup, j'étais très content de le revoir, cet acteur-là. Tous les personnages, comme je disais, du royaume de Dahomey sont très sympas, très attachants. J'ai beaucoup aimé les suivre. Et il y a aussi un autre personnage qui va être un peu principal aussi, qu'on va suivre, qui s'appelle Malik, qui est un personnage métis et qui vient de l'Espagne, je crois, ou le Portugal, ou l'Italie. C'est un des 3 pays, en tout cas des 3 pays en bas qui faisaient du commerce et tout, des esclaves en Afrique et tout. Et comme c'est un personnage qui est métis, sa mère vient du Dahomey et son père vient d'Europe, je sais plus de quel pays, mais justement comme il est métis, c'est un peu le pont entre ces deux trucs là, quoi. C'est le personnage qui arrive justement en Afrique, qui apprend justement qui découvre tout ce monde de l'esclavage et qui est pas du tout d'accord avec ça, au contraire de tous les autres personnages, tous ses amis qui sont tous blancs et qui eux sont tous à fond dedans, quoi. Et il y a même une scène justement où justement le personnage de Malik veut... il y a une vente d'esclaves et le personnage de Malik qui veut s'opposer à ça, et justement on vient l'arrêter pour lui dire « Eh oh, calme-toi, hein. Déjà, tu devrais déjà t'estimer chanceux que tu sois pas avec eux. Hein. » Donc voilà quoi, c'est le gros truc très bien lourd qu'on lui balance, quoi. Donc lui aussi c'est un personnage très sympa, très intéressant, que j'ai bien aimé suivre, comme tous les autres personnages en fait du film. Ça c'était vraiment bien, c'était vraiment très cool. Et en ce qui concerne justement les personnages de Naoui et d'Eniska, spoiler rapide, la révélation au cours du film du fait que Naoui, en fait, c'est la fille de Niska d'il y a 19 ans, quoi, parce qu'elle a 19 ans, mais qu'elle a abandonné parce qu'elle voulait pas avoir d'enfant, qui au final se retrouve, quoi, presque par le destin. Ça aussi, c'était une histoire plutôt bien, justement, c'est plutôt bien amené, c'est assez touchant, justement, puisqu'au début, c'est simplement une relation maître-élève, quoi, mais puis à la fin, ça se transforme pour vraiment devenir... mère-fille, quoi, puisqu'elles sont réellement mère et fille de sang. J'ai trouvé ça assez intéressant, c'était bien fait, plutôt bien amené, oui, j'ai trouvé ça assez touchant aussi. Étant donné que c'est un film historique, il doit y avoir une reconstitution au niveau des décors et des costumes de l'époque, et c'est vraiment très bien fait, c'est magnifique, principalement le royaume du Dahomey, parce que c'est principalement là-bas qu'on passe le temps du film. Il y a aussi un petit port... un peu plus européen dans lequel ils vont, et on passe la plupart du temps dans le royaume du Dahomey, et les décors sont vraiment très beaux, très bien faits, et leurs costumes aussi, les costumes des Agodjiers, les costumes du roi, de ses épouses et tout, leur maquillage, coiffure, leur coiffure surtout, c'est ça que je veux dire, tout ça c'est vraiment très beau, c'est vraiment très bien, c'est vraiment des costumes africains que j'ai pas beaucoup vu dans les films, et c'est des trucs aussi qui rappellent beaucoup aussi Black Panther, qui est juste là, quoi, voilà. J'aurais dû le sortir pour la vidéo peut-être, mais bon voilà, il est là. Donc déjà ça c'est plutôt cool de voir ce film The Woman King quelques mois avant la sortie de Black Panther 2, quoi. C'est une bonne entrée en matière avant d'aller voir Black Panther 2. D'autant plus qu'à cause de tous les problèmes là, avec Disney, le film risque peut-être de même pas sortir en France. Donc au final si Black Panther 2 ne sort pas, on aura eu The Woman King. Et j'ai dit ça aussi parce que justement c'est d'autant plus cocasse que les Agodjiers qui ont vraiment existé et qu'on montre dans le film, elles ont inspiré les personnages dans Black Panther, notamment les personnages, vous savez, des Dora Milaje, justement, des guerrières, vous savez, tout en rouge, avec des lances qui sont toutes chauves. C'est le directeur Ryan Coogler, il avait dit que c'était justement inspiré des Agodjiers pour faire ce personnage-là dans Black Panther, qu'on voit dans The Woman King. Donc là c'est très intéressant justement de voir cette inspiration-là du film Black Panther. Et c'était... Oui, je parlais des costumes et de la direction artistique, oui, qui est aussi très bien dans Black Panther, et là aussi dans The Woman King, justement, comme je disais, c'est très beau, justement, les décors, les costumes, tout ça rendait très bien. Pour ce qui est de l'action aussi, c'est bien rendu, il y a 3 grosses scènes d'action principales, il y en a une au début pour introduire les personnages, il y en a une grosse au milieu, il y en a aussi une moyenne vers la fin, et les scènes d'action rendent vraiment très bien, quoi, surtout la grosse, celle du milieu. L'action et c'est pas extraordinaire en termes de mise en scène, mais c'est bon. Je vais peut-être arrêter de dire ça, mais juste parce que c'est bien filmé, quoi. Je vais peut-être juste dire que c'est bien filmé plutôt que de dire c'est pas extraordinaire. Parce qu'il y a tellement de films qui sont mal filmés, avoir un film bien filmé, c'est peut-être déjà un miracle, quoi, en soi, avec tous les films qui sortent. Et bref, mais en tout cas oui, les scènes d'action sont bien filmées, il y a des plans très resserrés pour les combats plus rapprochés justement, qui sont assez violents, assez sanglants, qui marchent bien, et des plans larges justement pour montrer toute la foule, toutes les 2 armées qui arrivent et qui se battent entre elles, ça rend très bien, ça marche bien. Pareil aussi pour les combats à la fin justement, il y a une bonne tension, il y a
bons combats, des bons enchaînements, c'est assez bien fait, j'ai bien apprécié ça. Donc voilà, The Woman King, un film aussi historique, d'action, que j'ai beaucoup apprécié, qui était vraiment très très bien. Peut-être qu'il sera dans le top de fin d'année, quoi, c'est bon. On verra ça à la fin de l'année, mais en tout cas c'est un film que j'ai bien aimé, comme Don't Worry Darling, quoi, mais pour faire le bilan de cette vidéo, entre Don't Worry Darling et The Woman King, personnellement j'ai préféré The Woman King, quoi. Les deux films sont très bien et je vous les recommande tous les deux, mais mon préféré sur ces deux, dans cette vidéo, ce sera plutôt The Woman King, quoi. Mais je vous recommande quand même chaudement les deux, allez les voir tous les deux, ils sont très bien, je les ai beaucoup appréciés. Mes petites préférences pour The Woman King. Et voilà, cette critique est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!